Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, du milieu locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Si le rendement du farming était inférieur au rendement du staking, tout le monde irait faire du staking. Ethereum, les transactions, ça va être entre 30 et 150 $ pour interagir avec des protocoles. Donc forcément, quand ça coûte 150 $ la transaction, c'est inutile d'y aller avec moins de, 50 ou 100 000 $. C'est vraiment la blockchain de riches. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il y a quelques semaines, sur l'épisode 75 avec Roméo et Mathieu, je te présentais un panorama de la manière de générer des revenus passifs et récurrents en utilisant les mécanismes de la finance décentralisée, cette finance basée sur les échanges de cryptoactifs de manière décentralisée. On y a découvert notamment comment ces mécanismes de la DeFi pouvaient offrir des rendements supérieurs à la finance traditionnelle, ce qui a motivé notamment l'apparition d'offres de placement innovants comme celle de Mon Livret C qu'on a vu pendant l'épisode. Et à l'écoute de l'épisode, tu t'es peut-être intéressé à ce type de placement et familiarisé à l'environnement crypto, tu t'es peut-être interrogé sur la façon d'obtenir peut-être des rendements supérieurs à ces 5%, avec peut-être plus d'implication de ta part en t'aventurant un peu plus dans cet univers de la DeFi. C'est pourquoi j'ai voulu me questionner sur comment doper ces rendements issus de la DeFi en faisant les choses par soi-même, en choisissant l'option do it yourself finalement, ou devrais-je dire l'option do your own research en fait. Et qui de mieux pour en parler que Charles, alias Crypto Farmer, qui a fait du farming de crypto sa spécialité. Via sa chaîne YouTube qui compte plus de 30 000 abonnés et son compte Twitter, Charles contribue largement à l'élargissement de la connaissance des investisseurs en crypto avec un contenu actionnable et de qualité sur les moyens d'aller chercher toujours plus de rendement au travers de tous les mécanismes que la DeFi peut offrir. Et ça de façon complètement pragmatique quant à la blockchain ou le protocole à utiliser pour y parvenir. Alors sur la première partie de la conversation, on revient d'abord sur les fondamentaux des mécanismes de rendement, staking, farming, lending. Quelle est la différence entre une blockchain, un protocole, une plateforme ? Quels sont les risques liés à l'utilisation des protocoles et comment s'en prémunir ? On passe ensuite dans une deuxième partie dans le dur des stratégies de farming. Pourquoi le choix des paires de cryptoactifs est si déterminant dans le rendement que l'on va obtenir ? Quelles caractéristiques de ces paires est-il pertinent d'aller chercher ? Quelle taille de portefeuille minimum pour réaliser les meilleurs rendements ? Quels sont les blockchains les mieux adaptés au farming ? Comment utiliser aussi son cold wallet Ledger, même pour poser de la liquidité, chose que peu de gens font. Autant d'éléments actionnables, retour d'expérience d'un farmer en crypto confirmé qui te donneront les outils pour te lancer toi aussi à la recherche des meilleurs rendements et faire grandir ton portefeuille. Comme toujours, tu trouveras dans les notes de l'épisode toutes les références des protocoles, tokens, sites web dont on parle dans cet épisode. J'ai aussi mis un petit glossaire des termes anglo-saxons employés parce qu'en réécoutant l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'anglicismes. C'est un épisode qui fait écho à 2 autres épisodes sur le sujet que je te recommande de réécouter si tu ne l'as pas encore fait. 75 avec Roméo et Mathieu et 68 avec Doc Marmotte.
Et avant de démarrer, je voulais remercier les personnes qui soutiennent ce podcast et l'aident à le faire connaître toujours davantage au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou Podchaser, de beaux sympas sur les réseaux Twitter, Instagram et même par email sur paco@investisseur40.com. Merci à Colian et Aurel 06130 pour vos messages inspirants sur Apple Podcasts cette semaine. Et puis merci à toi pour tes réactions de soutien à un nouveau projet, une nouvelle aventure média sur laquelle je me suis lancé en rejoignant l'équipe de Live Invest, une émission digitale pour les épargnants qui présentera chaque mois des émissions sur le thème des finances perso qui sera disponible sur le site Live Invest en live et en replay. Le premier sera diffusé le jeudi 31 mars. C'est ma première expérience sur ce type de format. Et je sors un peu de ma zone de confort, on va dire, sur ce coup-là. Donc j'espère en sortir grandi, évidemment. Et j'espère que ça te plaira. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur le farming avec Charles, alias Crypto Farmer. C'est parti. Salut Charles, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci beaucoup pour l'invitation. Hâte de faire le podcast avec toi. Ouais, moi aussi, et c'est toujours vraiment un sujet là qu'on va aborder qui me passionne en ce moment, et donc c'est pour ça que je vais chercher en fait j'essaie d'aller chercher les gens les plus informés sur la question, parce que c'est vraiment un domaine tout nouveau. ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les gens qui peut-être te connaissent pas encore? Ouais, je peux faire une petite présentation rapide. Alors moi c'est Crypto Farmer, dans la vraie vie je m'appelle Charles. Du coup, avant, je travaillais sur les bateaux de croisière, mais j'ai commencé la crypto pendant les confinements, les premiers confinements à cause du Covid, et j'ai commencé au moment où il y a eu le boom de la Binance Smart Chain et le début de la finance décentralisée, on va dire pour tous, parce qu'elle était déjà présente sur Ethereum, mais les frais de blockchain Ethereum étaient très élevés. Donc, je suis rentré un petit peu pendant cette période, et puis je voyais qu'il y avait très peu de contenu, surtout en français, sur Internet. Donc je me suis dit pourquoi pas partager mes travaux de recherche, pourquoi pas partager quelques bons plans, et puis voilà, l'effet boule de neige. Maintenant j'ai une chaîne YouTube avec 30 000 abonnés. Comme ça, c'est apparu comme ça, comme un champignon, quoi, pof. Ah oui, c'est ça, vraiment rien de prévu. J'ai commencé à filmer avec mon téléphone, j'ai acheté le micro sur Amazon le moins cher, parce que je me suis dit je vais faire 3 vidéos et ça va s'arrêter, je vais avoir 10 pouces rouges, et puis je vais comprendre que c'est pas fait pour moi, et puis ce que je raconte ça plaît à personne. Et puis finalement il y avait vraiment un besoin de toutes les personnes qui voulaient justement utiliser cette finance décentralisée, cette DeFi. Il y avait vraiment un besoin de contenu, d'explications et tout, et du coup ça a très bien marché dès le début. Bon, c'est top. La finance décentralisée, quand on parle donc DeFi, il y a quand même le mot finance. Pour toi, ton parcours peut-être avant et comment tu en es arrivé là, ça s'est fait comment en fait? Vraiment venu de nulle part, hein. J'ai aucune étude, rien du tout par rapport à la finance. Bon, comme je travaille sur les bateaux de croisière, j'ai pu épargner un petit peu, donc je m'intéressais juste à justement faire fructifier cette épargne. Et du coup, ça a commencé comme tout le monde, hein, livret A, assurance vie, bourse, et puis finalement crypto. Et après, à l'intérieur de la crypto, début on achète un peu de Bitcoin, et puis après on s'intéresse à d'autres choses, et c'est comme ça qu'on tombe dans la DeFi. Yes. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit peu peut-être une sorte de, pour le contexte, de ce qu'est la DeFi et des nombreux, on va dire, termes qu'on peut voir ici ou là par rapport à cet univers-là, et je voulais savoir si on pouvait peut-être faire une sorte de contexte, de panorama en fait de ces choses-là pour comprendre les choses, tu vois, parce qu'on parle de farming, de lending, de staking, de mining. Est-ce que tu pourrais peut-être essayer de définir avec tes mots, peut-être pour les gens qui peut-être sont les moins informés, ce qu'est la DeFi pour toi, et puis ce que représente dans cet écosystème-là en fait ces différentes, on va dire ces différents procédés. En fait. D'accord. Alors je vais m'essayer à l'exercice. Je garantis pas que ça va être clair, mais en fait grosso modo la finance décentralisée, ça va reprendre un peu les mêmes principes que la finance centralisée, mais au lieu qu'il y ait des tiers de confiance, des banques, etc. Tout ça, tout va se trouver sur la blockchain. Et comment ça va fonctionner? Du coup, qu'il n'y a plus de tiers de confiance, il va y avoir des smart contracts, des contracts intelligents, où justement, en développant des protocoles à base de smart contracts, on peut en faire des échangeurs décentralisés. On va pouvoir échanger des crypto-monnaies comme sur Binance, mais cette fois-ci, il n'y a pas Binance. Ça va vraiment être, par exemple, Uniswap pour le plus connu. Il va aussi avoir les plateformes de lending, où justement, on va pouvoir déposer des crypto-monnaies, en emprunter d'autres,
Et voilà, tout ça de manière décentralisée, sans tiers de confiance. Donc ça, c'est pour la DeFi en général. Et puis du coup, à l'intérieur de la DeFi, bon là, j'ai parlé un petit peu des échangeurs décentralisés. Il va aussi y avoir les plateformes de lending. Et il y a plein d'autres protocoles qui permettent de faire des choses très sympas, surtout quand on cherche justement à faire fructifier ces crypto-monnaies. Yes. Et là-dedans, en fait, parce que si on essaie de résumer un peu, et tu me dis si je me trompe, mais en gros, c'est des flux financiers qui vont circuler dans tout cet écosystème d'une manière ou d'une autre. Et tous ces termes-là, en fait, c'est une manière de dire que les fonds vont être placés, déposés, utilisés en collatéral pour emprunter, pour prêter à d'autres. Enfin, en gros, ça circule là-dedans. Exactement. Mais toi, crypto farmer, ta zone d'expertise, c'est vraiment le farming. Et en quoi, par exemple, le farming est différent du lending ou du staking en particulier? En fait, souvent, le terme farming, ça va être un terme un petit peu générique pour dire générer du rendement sur ces crypto-monnaies, parce que à l'intérieur du farming, on va pouvoir par exemple faire du dépôt de liquidité sur des échangeurs pour pouvoir collecter les frais d'échange. Certaines autres techniques de farming, va y avoir des stratégies qui vont utiliser des plateformes de lending, parce que souvent il y a des protocoles qui vont distribuer leurs tokens de gouvernance au début, et justement il peut y avoir des stratégies sur des plateformes de lending pour optimiser en fait la collecte de tokens de gouvernance. Donc en fait, le farming, ça va un petit peu englober tout ce qui est générer du rendement sur ces crypto-monnaies. Ouais, c'est le terme global, quoi. Ok, ouais, parce que effectivement, dans ça, en fait, il y a le fait que tu déposes sur des plateformes du collatéral, enfin des actifs, en fait, des actifs qui sont eux-mêmes utilisés pour les gens qui empruntent, qui peuvent aussi être utilisés pour que toi tu empruntes pour pouvoir investir dans d'autres actifs. C'est ça en gros la dynamique essentielle de cet écosystème. Ouais, c'est ça. En fait, ça va être de profiter de différentes stratégies. Par exemple, si vous voyez un bon rendement avec une crypto-monnaie là-bas sur un autre protocole, mais que peut-être vous n'avez pas envie d'investir dessus, peut-être qu'elle est empruntable sur un protocole, donc vous avez déposé, je sais pas, vos Ethereum sur un protocole pour emprunter cette crypto-monnaie, puis la déposer sur une autre plateforme pour générer le rendement avec. Ça va être plein de petites stratégies comme ça pour essayer de faire des sous-sous. Ouais, ok. Non, parce que le truc fondamental un peu et c'est pour ça que ma question de comprendre un peu le panorama, le truc fondamental dans un début comme ça, un peu de cette révolution des cryptos et de la DeFi en particulier, qui vient en fait en tête aux investisseurs un peu classiques, c'est de se poser la question, est-ce que c'est pas un Ponzi, tu vois? Est-ce que c'est pas un Ponzi? Et du coup, on se pose la question d'où viennent les rendements, comment ça marche, comment on peut dégager des rendements aussi élevés, et tu pourras nous en parler. Et sur quoi est-ce que ça tient sur château de cartes? Est-ce que ça tient sur la hype qui fait que les sortants, les rendements sont basés sur les entrées des nouveaux entrants donc là typiquement c'est la définition du Ponzi, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental, de plus réel, on va dire, qu'on peut toucher du doigt, ou on peut au moins comprendre une sorte de mécanisme derrière qui ferait que on peut voir le truc se prolonger à long terme en fait, et qu'il y a quelque chose de véritable derrière? Alors à court terme, le fait que les rendements soient énormes, il y a une grosse partie en fait, ça va être les blockchains, les protocoles qui vont distribuer des tokens. Donc ça, bien évidemment, les rendements délirants qu'on a pu voir en 2021 et qu'on peut encore voir aujourd'hui, je pense pas que ce soit durable sur le long terme. Mais sinon après, en fait, les rendements de la DeFi qui soient plus élevés que les rendements de la finance traditionnelle, ça s'explique assez simplement, puisqu'il n'y a pas 1 milliard d'intermédiaires qui vont chacun prendre leur part du gâteau. Je prends un exemple tout simple, la plateforme AAV, elle a plusieurs milliards sous gestion de crypto-monnaies, et c'est une trentaine d'employés. Alors qu'une banque a plusieurs milliards sous gestion, ça va être beaucoup plus d'employés, des agences. Enfin, vous comprenez qu'il y a beaucoup de frais liés à ça, alors que le fait que ce soit directement sur la blockchain et de manière décentralisée, comme il y a plus d'intermédiaires, bah forcément les rendements qui sont faisables dans la finance traditionnelle, bah ils sont forcément plus élevés dans la finance décentralisée. Ok, mais derrière ça finalement le rendement vient quand même du fait de comme dans les banques en fait d'emprunter, donc tu payes un intérêt quand tu empruntes et tu reçois un intérêt quand tu places. Au final, la logique elle reste valable dans la DeFi. Bah pour les plateformes de lending, oui c'est ça va être suivant justement le besoin de liquidité, les personnes qui vont emprunter. Et pour ce qui est des échangeurs décentralisés, au final,
au lieu que le rendement soit collecté par les market makers et la plateforme type Binance, type FTX, alors là ça va être seulement les personnes qui fournissent de la liquidité. Donc au final, en fait, le rendement, il est pas inventé de nulle part. En fait, c'est juste différents acteurs qui vont le récupérer. Ouais. Ce qui pollue un peu quand même cette vision-là, j'ai l'impression, c'est l'idée que, enfin, c'est justement comme tu disais, c'est le fait qu'il y ait tous ces produits d'appel, en fait, de nouvelles plateformes qui apparaissent et pour appeler les épargnants et faire grossir leur TVL du coup. Donc ils distribuent des tokens, etc. Et donc ça, voilà, enfin ça gonfle les rendements artificiellement, tu vois ce que tu veux. Et c'est là aussi où je me pose la question, une fois que tout sera retombé comme ça, quel est le rendement pour toi qui est un peu pérenne dans le temps de ce genre de truc? C'est sûr qu'on pourra pas faire 20 ou 30% sur du stablecoin avec très peu de risques pendant des années, hein, ça faut en profiter aujourd'hui. Mais des rendements supérieurs, si le livret il paye 2%, je suis sûr on pourra faire facilement 8 sur la DeFi, quoi. D'accord. C'est quoi pour toi, on va dire la stratégie que enfin pourquoi en fait tu te mets dans le farming de manière générale en fait, à l'opposé de peut-être d'autres types d'investissements comme du buy and hold ou parce que tu peux miser sur la valorisation de l'actif sous-jacent en fait. Pourquoi toi tu t'as plutôt opté pour le farming? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le farming on va essayer de trouver une couche de rendement supplémentaire et la plupart du temps sur du buy and hold. Par exemple, je vais acheter mes Ethereum et plutôt que de les garder sur mon wallet ou sur mon compte Binance, je vais essayer de faire 5, 6, 7, 8% de rendement avec justement sur ces Ethereum. Donc en fait, bien évidemment, la majorité du rendement, la majorité de la prise de valeur, ça va quand même être les crypto-actifs qui vont prendre de la valeur, type Ethereum, type Bitcoin. Et justement, souvent le farming, je vois ça un petit peu comme la cerise sur le gâteau. C'est oui, vous avez votre Ethereum qui a fait x8 en 2021. Et en plus de ça, grâce au farming, vous avez augmenté votre quantité d'Ethereum de 10%, tu vois. Et comme ça, ça booste bien les rendements et ça fait vraiment augmenter la valeur de vos portefeuilles. Après, bien évidemment, tout ce qui est DeFi, ça comporte des risques. Comme je l'ai dit précédemment, tout se passe sur les blockchains. Les blockchains, peut y avoir des failles de sécurité. Tout se passe sur des protocoles. Du coup, sur des smart contracts, tous les smart contracts peuvent présenter des failles de sécurité. Donc, il faut bien mesurer justement ce ratio rendement-risque et faire attention et ne pas aller sur n'importe quelle plateforme et n'importe quel protocole. Tu peux faire la distinction entre blockchain, protocole et plateforme, juste pour comprendre comment, la différence entre les deux. Ouais. Du coup, il va y avoir les différentes blockchains, donc Ethereum, Terra, Avalanche. Donc chaque blockchain a son consensus. Donc forcément, ça peut représenter des risques. Je pense, vous avez tous entendu parler de l'attaque 51. Si quelqu'un possède, par exemple pour Bitcoin ou Ethereum, 51% du réseau. Pour les autres blockchains de type preuve d'enjeu, pareil, s'ils possèdent 51% des jetons, ils peuvent justement contrôler la blockchain, faire passer des transactions, etc. Donc ça, il y a la blockchain, on va dire. Et après, du coup, protocole et plateforme, ça va être un peu la même chose. Il va y avoir, est-ce que c'est Uniswap, est-ce que c'est SushiSwap? En fait, ça va être les développeurs qui vont créer une plateforme et développer des smart contracts. Et bien évidemment, à chaque fois, ils sont audités. Alors, pas toutes les plateformes, mais je recommanderais quand même d'aller sur des protocoles audités, des protocoles avec beaucoup d'argent. Ça voudrait dire que par exemple, des fonds d'investissement qui ont mis des millions d'euros sur cette plateforme, ils ont forcément fait leur audit de sécurité de leur côté. Donc voilà, le fait qu'il y ait de l'argent, le fait qu'il y ait que la plateforme soit disponible depuis assez longtemps, tout ça, ça va contribuer justement à la sécurité, quoi. Enfin, vraiment, désolé, question bête, mais les blockchains, pourquoi il y a plusieurs blockchains et comment un protocole décide d'aller sur une blockchain plutôt qu'une autre? Oula, ça c'est une question. Non, mais avec tes mots à toi, tu vois, on n'est pas là pour, tu vois. Non, mais le fait qu'il y ait plusieurs blockchains, en fait, chaque blockchain essaye de résoudre les problèmes de la blockchain précédente. Hein. Au début, il y avait que Bitcoin. Après, il y a Ethereum qui faisait plus de transactions, des plus gros blocs, etc., qui permettait. Il y a également quelque chose à savoir, c'est que en fait, chaque blockchain va avoir son langage de programmation. Par exemple, Ethereum, ça va être Solidity, mais Solana, ça va être Rust. Donc voilà, par exemple, suivant les développeurs, sur quel langage de développement ils travaillent, ils peuvent utiliser différentes blockchains. Et puis après, il y a tout le côté un peu philosophique, quoi. Et
les développeurs, est-ce qu'ils ont envie de se déployer sur cette blockchain parce qu'ils pensent que c'est cette blockchain qui va être la meilleure dans le futur. Et tu as d'autres protocoles qui se posent pas la question et qui se développent sur toutes les blockchains, le maximum. Et moi, j'aime bien cette approche. C'est éviter le maximalisme sur une blockchain et justement s'ouvrir à toutes les blockchains et toutes les opportunités. D'accord, ouais. Donc c'est quoi, je comprends bien, la blockchain c'est vraiment l'infrastructure derrière et le protocole c'est ce qui va permettre d'interagir avec l'utilisateur en fait. Ouais, grosso modo en fait, blockchain ça va être le Google App ou l'Apple Store et les protocoles ça va être les applications dessus. Yes, ok. Bon, ça parle. C'est bien parlant comme ça. Non, tout le monde devrait comprendre. Ouais, c'est clair. Ok. Et ok, alors donc toi tu préconise, si je me trompe pas, en fait, le farming, tu dis que c'est pas forcément en soi, ça peut l'être, mais que c'est pas forcément un truc exclusif à faire, mais que c'est plutôt une sorte de booster dans sa stratégie en ayant choisi des tokens qui vont, on pense, sur lesquels on croit et des projets sur lesquels on croit. Est-ce que c'est une stratégie qui comporte des risques du coup, et quels sont les principaux risques que tu verrais en fait à ça? Bah, le principal risque, ça va être tout ce qui est hack et bug de smart contract. Donc ça va être des risques liés plutôt au protocole. Après, dans le cas précis, dans certains cas précis de certaines stratégies, par exemple, à partir du moment où vous faites un emprunt sur une plateforme de lending, comme ça va être des emprunts surcollatéralisés, c'est-à-dire que pour emprunter $100, il faudra déposer par exemple minimum $130 d'Ethereum. Et du coup, le fait que ce soit des emprunts comme ça surcollatéralisés, ça va créer un risque de liquidation. Voilà, faut bien faire attention. Si on met des stratégies comme ça et qu'on utilise ce genre de plateforme, faut bien faire attention à la notion de liquidation. Et pour ce qui est des échangeurs décentralisés, donc là, je pense notamment PancakeSwap, Uniswap, il va y avoir la notion d'impermanent loss, puisque en fait, vous allez déposer des crypto-monnaies dans un smart contract qui va être soumis à une formule mathématique où en fait vous allez être market maker. Et là, je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes vont comprendre si vous suivez pas déjà la DeFi. Mais grosso modo, en fait, l'impermanent loss, si jamais le prix des deux crypto-monnaies, parce qu'à chaque fois, il faudra déposer sur une paire de liquidités, donc deux crypto-monnaies, et s'il y a une décorrélation entre ces deux crypto-monnaies, justement, la notion d'impermanent loss rentre en compte. Et voilà, si une crypto-monnaie monte, il va y avoir un manque à gagner. Et si une crypto-monnaie baisse, la baisse va être plus importante justement à cause de cette notion d'impermanent loss. Mm-hmm. La différence entre liquidation et impermanent loss, liquidation, c'est par rapport à un processus de collatéralisation où finalement, si la valeur du collatéral elle devient inférieure à un certain niveau par rapport à ce qu'on a emprunté, on perd tout. C'est ça l'idée? Pas forcément tout, mais il y a au moins une partie de notre collatéral qui va être justement vendue pour rembourser la dette et vendue avec un discount. C'est pour ça que la liquidation, faut absolument éviter. Et ça, sur ce risque-là, très simplement, c'est de mettre un peu plus de collatéral même que ce que les plateformes proposent. C'est-à-dire si c'est 130 la limite, avoir une collatéral à 130, à 150 pour avoir du buffer, c'est ça Exactement, c'est laisser une marge. Après, c'est chacun fait sa gestion de son risque. Si vous êtes quelqu'un d'assez occasionnel et vous regardez votre portefeuille toutes les semaines, voilà, il faudra laisser quand même pas mal de marge parce que le marché crypto en une semaine peut quand même faire des gros mouvements. Mais après, si vous êtes quelqu'un quasiment à plein temps qui regarde CoinMarketCap matin et soir, là vous pouvez être un petit peu plus agressif sur votre stratégie d'emprunt du coup. Ouais, ça marche. Ça, ok, ça c'est la liquidation. L'impermanent loss, tu le sais, c'est plutôt un manque à gagner par rapport aux volatilités dans les paires. Et d'ailleurs, une petite question là-dessus. Quand tu mets en place ce genre de procédé, comment est-ce que tu choisis les paires? Qu'est-ce que tu dois prendre en considération pour une paire, tu vois? Parce que tu parlais de sur du, on va dire, stablecoin avec stablecoin, du l'USDC et l'USDT, bon, où tu vois, il y a pas de question, mais prendre une paire stable avec une paire volatile, avec une paire plutôt grosse valeur en face ou projet dégène, enfin comment tu choisis la bonne paire et quels sont les risques que tu t'exposes si tu choisis mal en fait? Je pense que le plus important c'est de se concentrer justement sur les crypto-monnaies que l'on a dans la paire.
Par exemple, je vois beaucoup de gens, ils vont se dire il y a un rendement à 200% sur cette paire, mais voilà, faut savoir quelles sont les crypto-monnaies sous-jacentes, parce qu'au final, comme je t'ai dit précédemment, c'est ça le plus important. Ça va être l'évolution du prix des crypto-monnaies sous-jacentes, quoi. Le rendement, le farming, c'est par-dessus. Et du coup, pour choisir la paire, ça va dépendre un petit peu de la thèse un petit peu d'investissement, où le top, c'est d'essayer de trouver des crypto-monnaies assez corrélées. Donc, quelque chose qui peut être sympa, ça va être de mettre avec de l'Ethereum, parce qu'on voit que l'Ethereum, la dominance de l'Ethereum reste assez stable. Donc, on va dire, l'Ethereum, il suit le marché. Et du coup, sinon, notre crypto-monnaie, elle a plus de chances de suivre le marché que de totalement se décorréler. Et après, du coup, peut y avoir d'autres stratégies, par exemple, avec du stablecoin. Si vous avez un biais légèrement baissier ou neutre, là, vous pouvez rentrer en stablecoin à un certain prix. Et si la crypto-monnaie baisse, parce que ce qu'il faut savoir avec l'impermanent loss, c'est que si vous ressortez de votre position au même prix en fait où vous êtes rentré, donc je dis un exemple tout bête, Solana il est à 100, le stablecoin est à 1, le Solana descend peut-être à 90 ou 80, et puis après il remonte à 100, et quand il remonte à 100, vous coupez la position, là vous avez aucune impermanent loss, et peut-être vous avez généré sur 6 mois, c'était à 30% d'intérêt. Donc peut-être vous avez généré 15% d'intérêt justement sur cette position. Ça, c'est en 6 mois. Donc ça peut être un exemple de stratégie pour faire une paire avec du stablecoin, c'est de rentrer quand vous avez un biais plutôt neutre baissier, et comme ça profiter du farming et éviter toute impermanent loss, puisque vous ressortez au même prix sur lesquels vous êtes rentré. Donc l'idée, c'est de sortir quand les deux retrouvent le même ratio sur lequel on est rentré, quoi. C'est ça. Et après, en fait, comme il y a quand même des récompenses de farming, comme vous allez collecter des tokens de gouvernance la plupart du temps, je pense notamment à PancakeSwap, ou comme vous allez en fait collecter, parce que dès que des personnes vont échanger des crypto-monnaies, ils vont laisser une petite part de frais dans la pool de liquidité, justement, qui est collectée par les personnes qui apportent de la liquidité. Donc malgré qu'il peut y avoir une décorrélation entre les prix des crypto-monnaies que vous avez déposées, justement ces rendements, ces tokens de gouvernance, souvent ça compense largement l'impermanent loss. Mais néanmoins, faut faire attention et faut savoir, faut faire bien ses propres recherches. Et si on prend juste un cas, je pourrais être vraiment sûr d'avoir compris l'impermanent loss, si on prend juste un cas simple en disant que voilà, on est sur stable contre Solana par exemple, et Solana, on était à 1%, un d'un côté 100 de l'autre, on descend, Solana tombe à 50 et on reprend sa position à ce moment-là. L'idée c'est que le token Solana aura mangé tout le stable qu'on avait à côté, il restera plus que, on récupérera pas 1 et 100, mais on récupérera peut-être plus de tokens Solana qui seront dévalués du coup, et moins de stable, c'est ça? Exactement, en fait l'impermanent loss, ça consiste, si le prix du Solana il descend, avec vos stablecoins, vous allez acheter un petit peu de Solana à chaque palier de prix, en fait. Automatiquement, c'est une formule mathématique, vous le faites pas, c'est la formule mathématique qui le fait tout seul dans la pool de liquidité. Et du coup, oui, dans ce cas où le Solana a perdu en valeur, vous allez ressortir de la pool de liquidité avec un petit peu moins de stablecoin et plus de Solana du coup, parce que automatiquement vous avez acheté un petit peu de Solana. D'accord, ouais. La perte sèche, on va dire, sur la paire, sur le pool de liquidité, elle est compensée par les récompenses farming et trading, etc. Ce qui fait on perd pas complètement. Enfin, c'est un peu compensé, mais on peut quand même, dans ce cas-là, perdre en valeur au final quand on sort de la pool, quoi. Ouais, en fait, ça va dépendre si le Solana il perd 50% en 24 heures ou s'il perd 50% en 6 mois. Parce que ça, en 24 heures, tu vas pas avoir collecté beaucoup de récompenses de farming et tout. Alors qu'en 6 mois, tu en auras collecté largement suffisamment pour compenser cette impermanent loss. Ok. Donc risque de hack, risque de liquidation, risque d'impermanent loss, y en a d'autres comme ça ou Non, c'est les plus gros. Après, pour rentrer un petit peu en détail dans le risque de liquidation, il y a le risque en fait de l'oracle, parce que une plateforme de lending, c'est sur la blockchain, donc elle va utiliser ce qu'on appelle un oracle pour connaître la valeur des crypto-monnaies, voilà, pour savoir si c'est le moment quelle est la valeur de l'Ethereum, voilà, est-ce que je dois liquider ou pas. Et alors c'est plus trop le cas depuis que tous les protocoles utilisent Chainlink, mais
J'ai vu des histoires de hacks comme ça où en fait ils manipulent le prix de l'oracle pour comme ça en fait ça crée des grosses cascades de liquidation, etc., etc. Mais ça, on va dire, c'était plutôt dans le passé. Ouais, effectivement, parce que l'institut, on va dire, qui évalue, qui détermine que on est sous le niveau de collatération minimum, si celui-là est déréglé, on est mal, quoi. Exactement. Ouais, ça marche. Ok, et malgré tout ça, tous ces risques, toi, tu préconises quand même le farming. Tu dis que c'est suffisamment bien rémunéré pour que ça vaille quand même le coup de faire tout ça, quoi. Ouais, ben sinon je ferais pas la chaîne YouTube. Hein, mais après il y a des stratégies. Par exemple, il peut y avoir des stratégies où en fait on va juste déposer des crypto-monnaies sans rien emprunter. Et dans ces cas-là, en fait, il y a juste le risque de la plateforme. Si vous faites ça sur des plateformes avec des centaines de millions de TVL, plein d'audits, etc., le risque est quand même très minime. Et malgré que ce soit des stratégies très simples, vous allez peut-être pas avoir les rendements les délirants de la DeFi, mais ça permet quand même de faire des rendements sympathiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des centaines de millions de dollars de valeur qui sont sur ces protocoles. Ouais. Et on a reçu récemment donc une boîte qui s'est créée avec des start-upers qui s'appelle Mon Livre Essai et qui propose ça en fait. Bon, il propose du 5% aux clients en fait, en s'occupant de tout, de la transaction, de prendre du fiat, de le mettre sur AAV en l'occurrence. Et finalement, c'est vraiment, je crois que j'ai l'impression que c'est le niveau 1 de la DeFi, quoi, en termes de passivité. Ça a l'air d'être assez clair, passif et un peu sûr, parce que comme tu dis, il y a de la TVL, c'est une plus grosse plateforme AAV. Comment est-ce que si on essayait d'évoluer un petit peu entre le super sûr, on va dire, et stable et passif, et le de plus en plus peut-être actif, agressif, mais qui rendent le plus de rendement, comment ça serait quoi la prochaine étape en fait pour obtenir plus de rendement, mais peut-être avec un peu plus d'activité de sa part? En fait, il va y avoir des protocoles où vous allez par exemple pouvoir rentrer sur une pool de liquidité. Voilà, vous déposez 2 crypto-monnaies pour collecter les tokens de gouvernance, pour collecter les frais de trading, etc. Et ce qu'il faut savoir dans la DeFi, c'est que dès qu'on fait un dépôt, en fait, on reçoit un autre token, en fait, qui est un peu notre preuve de dépôt, notre ticket de caisse. Et en fait, cette preuve de dépôt, il y a d'autres protocoles où on peut s'en servir en tant que collatéral. Donc forcément, on peut cumuler plusieurs niveaux de rendement. Donc vous allez collecter les tokens de gouvernance, les frais de trading de l'échangeur décentralisé. Et ensuite, cette preuve de dépôt, vous la déposez sur, par exemple, MyFinance. Ça va être un protocole de DeFi. Et vous pouvez emprunter du stablecoin. Et ensuite, ce stablecoin, vous pouvez le déposer en lending quelque part et générer du rendement sur stablecoin. Et comme ça, là, on cumule plusieurs niveaux de rendement. Et ça, c'est des stratégies forcément qui induisent tous les risques. Par exemple, celle que je viens de citer, parce que là, il y a l'impermanent loss, il y a la liquidation qui est possible, etc., etc. Mais forcément, sur des stratégies comme ça, à plusieurs niveaux de rendement, on obtient des rendements beaucoup plus élevés également. Ok, et ça c'est des sortes de boucles en fait aussi où tu vas emprunter pour déposer du collatéral, pour réemprunter derrière, redéposer sur. C'est ça aussi que tu peux faire. Ça peut être une autre stratégie possible. Je pense notamment sur AAVE où en fait ils distribuaient des tokens. Alors c'était même pas les tokens AAV qu'on récupérait, c'était les tokens de Polygon et de Avalanche. Les fondations des blockchains ont distribué des tokens. Et il y avait des tokens distribués en dépôt et en emprunt. Donc en fait, forcément, il y avait une stratégie intéressante, c'était de déposer, emprunter, redéposer, réemprunter, redéposer, réemprunter. Et comme ça permettait de maximiser justement le farming du token plutôt qu'une personne lambda qui va juste faire son dépôt tout simple et c'est tout. Et comme ça surperforme. Ouais, non, c'est fascinant ce truc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, des stratégies comme ça dans la finance traditionnelle, ça existe. Et justement, c'est en creusant sur la DeFi que j'ai un peu creusé sur la finance traditionnelle. Et certaines institutions qui ont des obligations, ils se servent de leurs obligations en tant que collatéral pour justement emprunter de l'euro et puis prendre plus d'obligations et comme ça faire du levier en fait sur des produits de finance traditionnelle, quoi.
Ouais, donc on n'en fait que suivre que ce que les Exactement. Wall Street. Exactement. Ok. Et sur les aspects pratiques, on va dire, du farming, peut-être par où commencer la personne qui a pas encore démarré, tu vois, est-ce qu'il y a une taille de portefeuille minimum, par quelle plateforme peut-être commencer au départ? Alors, il n'y a pas forcément de taille de portefeuille minimum. Ce qu'il faudra bien voir, bien sûr, c'est que suivant la taille du portefeuille, toutes les blockchains ne sont pas accessibles, puisque sur chaque blockchain, ça va engendrer des frais de transaction. Je vous donne un exemple tout simple. Ethereum, les transactions, ça va être entre 30 et 150 dollars pour interagir avec des protocoles. Donc forcément, quand ça coûte 150 dollars la transaction, c'est inutile d'y aller avec moins de, je sais pas, 50 ou 100 000 dollars. C'est vraiment la blockchain de riches. Mais il y a d'autres blockchains type Celo, type Polygon, où les transactions vont être autour de 1 centime, voire même moins d'1 centime. Et dans ces cas-là, c'est pas ridicule. Voilà, si vous faites un petit DCA et vous achetez 50 dollars d'Ethereum par mois, voilà, au fur et à mesure, mettre les Ethereum en farming quelque part sur Polygon ou sur Phantom. Enfin bref, il faudra bien choisir par contre la blockchain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la DeFi, tout va être en pourcentage et que vous fassiez une transaction à 1 million ou à 100 euros, vous allez interagir avec le protocole exactement de la même manière. Le rendement va être exactement le même. Donc, je pense que niveau taille de portefeuille, il n'y a pas forcément de minimum. Et sinon, pour commencer, souvent, moi, j'aime bien recommander plutôt de commencer en stablecoin parce que justement, le stablecoin, le fait qu'il soit stable, ça va être très facile d'identifier les gains. C'est-à-dire que voilà, si vous avez déposé 100 dollars encore sur la blockchain Terra, vous revenez dans un mois, vous allez voir 102 à peu près. Et là, vous pouvez vous dire, là, j'ai gagné 2 dollars sur mes 100 dollars et vous pouvez le voir. Alors que souvent, si on dépose du Bitcoin, de l'Ethereum, attends, c'était 100 dollars, maintenant c'est 150 dollars, mais qu'est-ce qui vient du farming? Qu'est-ce qui vient de l'augmentation du prix de l'Ethereum? Donc, commencer en stablecoin, ça peut être sympa justement pour découvrir. Et après, au niveau des wallets, bien évidemment, ça va dépendre de la blockchain. Mais ce que je pourrais recommander, c'est même avec un petit portefeuille à 3 chiffres, de tout de suite investir dans un hardware wallet, donc par exemple une clé Ledger ou une clé Trésor, parce que ça va vraiment être un outil indispensable. La sécurisation de vos cryptos, puisque, moi personnellement aujourd'hui, certes j'ai une audience assez importante, mais je pense toutes les semaines, je reçois au moins un message privé d'un abonné, voilà, qui s'est fait siphonner son compte MetaMask. Et au final, utiliser une clé Ledger ou un hardware wallet, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'utiliser justement MetaMask directement. À la seule différence près qu'il faudra faire une petite pression physique pour valider les transactions. Alors au début, oui, quand on n'est pas habitué, c'est un peu chiant. Mais voilà, cette petite pression physique, en fait, c'est comme fermer chez vous la serrure, quoi. Je pense que personne rentre chez lui et ne ferme pas la serrure derrière lui. Bon, voilà, la petite pression physique de la Ledger, c'est le double tour. Ouais, non, c'est clair. Là où j'avais un peu de mal à comprendre ça quand même, c'est que pour moi, quand tu mets en LP dans un pool, tu mets tes fonds dans une plateforme et tu farmes. Et pendant que tu farmes, j'ai du mal à comprendre comment les fonds, puisqu'ils sont sur la plateforme, ils peuvent aussi être sur ton ledger en physique en même temps, quoi. Mais en fait, c'est justement cette notion tout à l'heure que je mentionnais de preuve de dépôt, où au final, pour récupérer la liquidité, alors certes, vos Ethereum sont plus dans votre wallet, ils sont par exemple sur Aave, mais vous avez en fait ce token, cette preuve de dépôt, qui va vous permettre de récupérer les Ethereum. Donc en fait, que les Ethereum soient dans votre wallet ou dans un protocole de DeFi, comme c'est votre wallet qui a la possibilité de récupérer cet Ethereum, ça revient exactement au même. Alors, explique-moi ça du coup. Dans ton wallet, tu auras la preuve de dépôt. Dans ton ledger, tu auras la preuve de dépôt sur la plateforme. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu déposes de stablecoin sur PancakeSwap. Tu vas plus avoir de stablecoin sur ton MetaMask ou sur ta Ledger, mais tu vas avoir le PancakeSwap LP token. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que du coup, j'ai plus mes crypto-monnaies sur mon wallet, donc ça sert à rien que je le protège avec un Ledger. Mais si demain vous vous faites hacker votre wallet, vous inquiétez pas que le hacker, il sait très bien comment récupérer vos stablecoins grâce à ce LP token.
Voire même, il va même pas récupérer les stablecoins, il va directement envoyer les LP tokens sur son wallet. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez les LP tokens, vous pouvez retirer les stablecoins. Et c'est pour ça qu'en fait, le ledger, bien évidemment, ça va pas protéger des risques de smart contract, ça va pas protéger des risques de blockchain, mais en fait, ça va être la protection de vos crypto-monnaies et de votre accès aux crypto-monnaies, même s'ils sont sur un protocole de la DeFi. Ah d'accord, ouais. Donc c'est la clé finalement. C'est un peu comme c'est la clé pour pouvoir accéder à tes fonds sur la plateforme, quoi. C'est ça. J'essaie de trouver un petit exemple dans la vie réelle, mais ça me vient pas. Non, t'as déjà donné avec le verrou et la porte qui se ferme à clé. Donc c'est bon. Mais petite question quand même là-dessus. Si la plateforme se fait hacker elle-même, toi tu as la preuve de dépôt, mais la plateforme elle s'est fait siphonner, quoi. Ah bah ça par contre, si la plateforme s'est fait siphonner, c'est fini. Hein. c'est fini. Après bon, bien évidemment la DeFi ça comporte des risques et en fait les rendements que vous touchez, en fait c'est un petit peu un échange. Voilà, vous échangez des risques contre du rendement. Et ce qu'il faut évaluer, c'est si le risque en vaut la chandelle. Yes. Ok. Non, mais c'était pour être sûr. Alors, tu parles souvent j'ai entendu parler de défi Lama pour choisir justement ton protocole. Comment on navigue là-dedans? T'as une idée les trucs à regarder principalement. Enfin, là, je suis sur le site. Il y a Curve, MakerDAO. Il y en a plein en fait. Tu les choisis sur quoi? Est-ce que tu vas de l'un vers l'autre, enfin de l'un après l'autre régulièrement, ou est-ce que t'as ton église et t'y vas tout le temps? Bah, Defilama c'est très sympa parce que ça va faire une belle vue des protocoles suivant leur TVL. Et voilà, la TVL c'est quand même un gage de sécurité. Après, moi personnellement, pour tout ce qui est recherche et trouver des nouvelles opportunités, trouver des nouvelles positions de farming, ça va plutôt être sur Twitter, où en fait il y a vraiment ce qu'on appelle crypto Twitter, où il y a vraiment pas mal de comptes qui vont justement se partager. Ah tiens, il y a ce protocole, ou même suivre les protocoles et suivre aussi certains développeurs de protocoles. Où voilà, par exemple, il y a je vais écorcher le prénom donc je vais pas le dire, mais il y a un protocole qui va bientôt sortir sur Phantom. Et c'est le développeur, c'est le créateur de Yon Finance qui est justement derrière ce protocole. Donc tu vois déjà, même si le protocole n'est pas encore lancé, même s'il n'y a pas déjà des centaines de millions de TVL, ça donne déjà un gros gage de sécurité justement qu'il y a un développeur d'une des plus grosses plateformes de la DeFi qui en développe une autre. C'est quoi le endgame d'ailleurs? Ça me fait penser. C'est quoi le endgame pour ces développeurs de plateformes en fait? Pourquoi il y a des plateformes qui bourgeonnent chaque jour, chaque semaine? C'est tout simplement parce qu'ils essaient de capter un maximum les fonds, parce que eux ils sont rémunérés, la DAO est rémunérée par rapport à ça, ou c'est quoi l'idée derrière? Ah, je pense déjà il y a un gros côté spéculation où ils sortent une nouvelle plateforme, ils sortent un nouveau token, ils vont le dumper et comme ça ils s'en mettent plein les poches. Mais après t'as quand même une progression de la DeFi d'un point de vue technologique et protocole, où t'as des applications. Je pense par exemple au Forex. Voilà, si le volume journalier du Forex c'est en trillions. Voilà, imagine si demain le Forex se fait de manière décentralisée sur la blockchain et qu'il y a des protocoles où on peut apporter notre liquidité pour justement collecter des frais sur tous ces volumes d'échanges. Tu vois, ça répond quand même à des problématiques un peu du monde réel. Ouais, d'accord. Mais ça reste quand même pour moi. Oui, je pense qu'il y a. C'est très expérimental pour le moment, faut être honnête. D'accord. Ouais, on sait pas en fait. C'est la bêta, c'est la bêta. Ok. Puis même ceux qu'on considère comme solides aujourd'hui, comme AV, etc., ils ont en réalité quelques années seulement d'expérience, quoi. Donc c'est super neuf, quoi. C'est ça. Et puis c'est en milliards de TVL, alors que la finance tradi, il parle en trillions. Donc, ouais. Quand tu parles de farming sur des stablecoins ou autres, qu'est-ce que tu pourrais recommander pour des personnes
Peut-être pour commencer de façon passive en fait, de pas avoir à forcément sauter, bouger ses fonds d'un protocole vers l'autre, parce que c'est vrai que comme on est au début, et tu le disais au début, on est un peu dans la phase expérimentale. Les rendements qui sont énormes aujourd'hui sont pas les rendements qui seront forcément là demain. Donc du coup, qu'est-ce que font les investisseurs? Et je pense que c'est très logique, ils vont sur les plateformes tant qu'il y a du yield, et puis après ils vont voir autre chose quoi. Et en fait ils sautent de yield en yield, mais ce qui veut dire que toi, si t'es dans le train, il faut que tu sautes aussi dans l'autre train. De façon, t'es toujours avoir un œil dessus et toujours suivre aller à la chasse des yields. C'est pas non plus super évident, surtout quand t'as autre chose à faire à côté. Qu'est-ce que tu pourrais recommander peut-être? Déjà, est-ce que c'est nécessaire de jumper de l'une à l'autre? Et est-ce qu'on peut se faire quand même des rendements sympas en étant un peu plus passif? Alors, bien évidemment, si on veut optimiser, il faudra sauter d'une blockchain à l'autre, d'un protocole à l'autre. Faut se tenir un petit peu au courant, informé, et forcément, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment faire tout seul. Même moi, aujourd'hui, je crée du contenu, mais je crée du contenu parce que je regarde le contenu d'autres personnes sur Twitter et sur YouTube, et forcément, faut se tenir un petit peu informé. Et il y aura pas de solution miracle pour faire 20 ou 30% les mains dans les poches. Si vous voulez des solutions ultra passives et ultra faciles, faudra justement déléguer vos stablecoins à des plateformes centralisées. Mais voilà, souvent, eux, ils vont faire 20%, mais ils vont vous reverser peut-être 6, 7, 8%. Et forcément, rendement égale travail. Hein. C'est même dans la gestion de capital, même dans la gestion de patrimoine, c'est quand même le travail qui apporte le rendement. Ouais, et quand on voit les diagrammes de French Charts, tu sais, sur Twitter, avec des flèches dans tous les sens, on comprend qu'il y a effectivement du boulot derrière, quoi. Ok. Juste un mot sur le stacking, parce que je suis pas super sûr de ce que ça représente et de l'intérêt de faire du stacking. Du coup, il y a des plateformes qui disent on pouvait stacker. Ça veut dire on donne de la liquidité aussi, c'est ça ou? Alors en fait, faut faire attention. Il y a stacking et staking. En fait, il y en a un, il va y avoir le C et l'autre pas le C. Alors, quand il y a le C, en fait, c'est juste staker, ça veut juste dire déposer des crypto-monnaies dans un coffre. Voilà, vous avez un token, vous le déposez n'importe où et ça s'appelle du staking avec le C. Et sinon, il y a vraiment le staking sans le C, ce qui représente en fait, donc il y a le proof of work où c'est des ordinateurs qui vont valider les transactions, et il y a le proof of stake où pareil, c'est des ordinateurs, mais du coup, ça va être, il va y avoir des jetons en enjeu, en staking, et justement, il va y avoir des récompenses de staking. Donc, l'exemple, je pense, le plus connu de la communauté française, ça va être, je pense, Elrond. Voilà, vous déléguez vos jetons Elrond à un validateur, parce que souvent, pour être soi-même un validateur, déjà, faut les machines et faut beaucoup de jetons. Donc, on va les déléguer à un validateur. Il va valider tes transactions et il va récupérer les récompenses de blocs. Et voilà, ça va être la différence entre juste le staking et en fait le proof of stake, comme je l'appelle. Et du coup, ça c'est une méthode très sympa pour faire un rendement très sécurisé et cette fois-ci par contre très passif. Il n'y a pas besoin de sauter d'un protocole à l'autre. Mais souvent, les rendements dans la DeFi vont forcément être supérieurs au rendement du staking, puisque comme j'ai dit précédemment, le farming, vous allez devoir assumer des risques de smart contract, etc., etc. Donc, si le rendement du farming était inférieur au rendement du staking, tout le monde irait faire du staking. Ouais, parce que c'est plus safe, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est plus safe. Après, il y a quelques compromis parce que souvent, le staking, pour pouvoir récupérer ses jetons, va y avoir une durée entre 7 et 21 jours suivant les blockchains. Mais ça peut être une méthode très très sympa et qui permet, pour continuer sur l'exemple d'Elrond, ça vous permet par exemple de participer au Launchpad Maillard. Aujourd'hui, avec le meta-banding, ça vous permet de récupérer des tokens de nouveaux protocoles qui vont se lancer sur la blockchain Elrond. Donc ça peut être une méthode très lucrative pour faire du rendement sur ces jetons Elrond. Ouais, une autre façon en fait, un autre outil de rémunération en fait, en plus de tout ce dont on a parlé. Et il y a aussi autre chose, c'est les airdrops qui sont aussi l'objet de chasse des gens qui sont spécialisés pour deviner quel va être le prochain airdrop. Probablement, moi en tout cas c'est mon pari MetaMask, j'espère. Tu as participé à cette chasse au airdrop et est-ce que ça vaut encore le coup de se pencher là-dessus?
Alors, si demain j'ai le choix entre aller sur un protocole qui n'a pas de token et un protocole qui a le token, j'ai plutôt aller sur le protocole qui a pas le token pour me dire que potentiellement je vais me rendre éligible à un futur airdrop. Mais en fait, le problème, c'est que il y a eu justement les premiers 6 mois de 2021 beaucoup de airdrops tellement lucratifs que aujourd'hui tu as limite des personnes qui se spécialisent, qui se professionnalisent dans la chasse d'airdrop. Donc aujourd'hui, les protocoles souvent ont tendance à faire un petit peu moins d'airdrop. Et sinon, comment les identifier, comment les chasser, ça va falloir faire des petites recherches sur Twitter, essayer de suivre les développeurs, voir s'ils laissent pas un petit indice quelque part. Ouais. Ouais. Pas forcément. Après, voilà, comme tu dis par exemple avec l'exemple de MetaMask, moi personnellement sur tous mes wallets, j'ai fait passer quelques transactions et de temps en temps, je fais passer quelques transactions sur MetaMask au cas où. Mais le problème, c'est que peut-être qu'il y a des centaines de milliers de bots qui ont fait ça. Et c'est ça en fait. Le fait qu'il y ait eu cette professionnalisation des chasseurs d'airdrop, les protocoles ont moins envie, quoi. Parce que le but, c'était de toucher justement la communauté. Et aujourd'hui, faire des airdrops, tu vas toucher les farmers d'airdrop. Ouais, les spéculateurs, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Et toi, alors, depuis que tu as commencé, que tu as découvert ce joyeux monde de la crypto et que tu t'es informé, en proposant du contenu, en recherchant toi-même, etc. Donc, je pense que c'est vachement vertueux et bravo pour tout ça. Comment ça s'est reflété toi dans ton portefeuille? Est-ce que t'as suivi rigoureusement toutes les choses que tu conseilles peut-être ou les et est-ce que est-ce que tu utilises, t'as fait du buy and hold, du farming pour booster, du lending, du staking? Est-ce que t'as une stratégie particulière que tu mets en place et qui est sur un horizon long terme? Comment ça s'est organisé pour toi? Alors par rapport à YouTube, en fait, comme souvent, je vais la majorité du temps parler de protocoles que j'utilise personnellement. Donc souvent, quand je propose une stratégie, c'est que je suis déjà dessus. Après, j'ai appris sur le tas, mais les petites positions où il y a très peu de TVL, j'ai appris à ne plus les partager sur YouTube parce que moi j'avais un exemple sur Pull Together, il y avait une position très sympa qui payait 35% en token Celo et il y avait 1 million et quelques de TVL dessus, très sympa. Moi j'en profitais et puis je les partageais sur YouTube et 48 heures après, il y avait 3 millions. La TVL avait un petit peu plus que doublé, il me semble. Donc forcément, quand la TVL double, les rendements diminuent de 50%, puisque le gâteau reste le même, hein, mais s'il y a deux fois plus de personnes qui se partagent le gâteau, la part est 2 fois plus petite. Donc j'ai appris ça un petit peu sur le tas, mais sinon moi mes stratégies perso, ça va être beaucoup de buy and hold et chercher du rendement dessus dans la DeFi. Et je suis tellement ultra bullish sur un horizon de temps 5, 10, 15 ans que ça me dérange pas. Et justement, en fait, le farming, c'est un bon moyen de hold puisque moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que quand le marché, je le trouve assez haut, je vais par exemple vendre les récompenses de farming. Et par contre, quand le marché, je le trouve bas, je vais garder ces récompenses de farming. Puis je peux faire la même chose avec les stablecoins où si le marché, je le trouve un peu haut, ça va pas me déranger de vendre, de prendre des profits, parce que je sais que en plus, si le marché est haut, souvent les récompenses de farming en stablecoin vont être plutôt hauts, donc c'est pas de l'argent qui dort, quoi. Et justement, c'est très cool pour inciter les gens à hold quand le marché est bas et prendre un peu de profit quand le marché est haut. Parce que pratiquement, une fois que t'es en LP, t'as pas envie il y a une barrière psychologique à ressortir du pool de liquidité, etc. Donc, comme t'es un peu fainéant, finalement, ça t'oblige à holder plus que si tu pouvais d'un clic ressortir tous tes fonds, quoi. C'est ça, quand t'as une crypto-monnaie qui te rapporte 10-15% par an, en fait, tu te dis pourquoi je la vends, elle me rapporte 10-15%, autant la garder, et puis au pire, si je veux prendre des profits, je vends juste les récompenses. Je dois être rempli de biais psychologiques de cette manière, mais bon, au final, après ça correspond un petit peu à mon état d'esprit où je suis perma bullish et je pense que même si le Bitcoin il monte à 60, il redescend à 30, il monte à 60, il redescend à 30. Voilà, perso, je suis pas un expert trader et le jour où je le revendrai à 60, c'est le jour où il va monter à 100 000 et puis je me dirai merde, j'ai vendu à 60 alors je pensais qu'il allait redescendre à 30.
enfin tu vois, j'ai pas envie de me mettre dans ces enfin voilà, je laisse le trading aux professionnels. Alors bien évidemment, je fais mes petits achats, mes petites ventes d'une petite partie de mon portefeuille, je le réajuste. C'est pas juste un buy and hold et je touche pas pendant 10 ans. Mais voilà, ce côté trading, je laisse aux professionnels, ceux qui font des études, ceux qui ont le mental pour. Et moi, je me concentre justement pour faire cette petite cerise sur le gâteau qui est le farming. Tu vis aujourd'hui de ça en fait en termes de, enfin, je veux dire, est-ce que tes dépenses sont couvertes par des gains qui sortent des cryptos que tu cash out, ou est-ce que ça reste encore en vase clos parce que tu vois à long terme et tu vois en fait la boule de neige qui va augmenter sur la partie crypto et que tu sortiras à un moment donné, quoi. C'est quoi ton... Alors jusque il y a 3 semaines, je travaillais. Aujourd'hui, je vais essayer d'être full-time crypto. Donc aujourd'hui, normalement, avec YouTube et les revenus du farming, j'ai suffisamment pour mes besoins perso. Et mais après, bon voilà, on n'est jamais sûr du futur en crypto. Tout le marché peut faire moins 80% demain. Bien évidemment, je suppose que si le marché demain fait moins 80%, mon audience, elle fera moins 80% aussi. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour l'instant tout se passe bien. Le portefeuille grandit au fur et à mesure, bon, malgré que le marché soit pas terrible en ce moment. La chaîne YouTube grandit, donc j'ai pas à me plaindre. Ça marche. Ouais, non, mais c'est la question elle-ci venait du fait que il y a quand même une mouvance un peu avec Bankless, tu sais, des mouvements de on n'a pas besoin finalement. Enfin, et je trouve assez intéressant en fait que en fait on peut vivre sans les banques et on peut commencer à fait pourvoir ses besoins avec la crypto tout simplement, ce qui est une belle idée, mais qui dans la pratique peut-être est plus compliqué. Donc c'est ça que je voulais voir si tu étais dans cette mouvance là ou ouais. Ouais, exactement. Et je connais plusieurs personnes justement qui sont débancarisées. Et par exemple, aujourd'hui, t'as un protocole qui s'appelle Mon Pèlerin qui va permettre de faire justement l'échange entre des J-euros, donc en fait un stablecoin sur la blockchain pour de l'euro dans le monde réel, un ratio de 1 pour 1. Voilà, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de slippage, il n'y a rien. Et du coup, voilà, des solutions comme ça permet de facilement sortir des euros, c'est-à-dire du monde de la blockchain, voilà, dans le monde entre guillemets réel. Et voilà, ça permet à des gens qui n'ont pas de compte bancaire et tout, et de vivre normalement. Yes, non, passionnant, à suivre attentivement. C'est top. Est-ce qu'il y a des trucs peut-être, enfin, des trucs importants qu'on aurait ratés sur cette conversation Non, écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. J'ai fait mon petit brief sur la sécurité et le hardware wallet, parce que ça a surpris beaucoup trop de mes abonnés et forcément c'est indispensable. Ensuite, aussi par rapport à ça, si c'est la première fois que vous utilisez la DeFi, toujours commencer avec des petits montants, parce que là, on n'est pas dans une banque où vous allez pouvoir faire un recours ou faire opposition. Voilà, si vous faites une erreur, vous avez envoyé vos crypto-monnaies sur une mauvaise adresse, ces crypto-monnaies sont perdues. Donc forcément, c'est ça l'avantage de la crypto, hein, c'est que vous les possédez, les crypto-monnaies, vous possédez votre patrimoine, mais forcément ça implique des responsabilités. Donc surtout si vous utilisez la DeFi pour la première fois, faites toujours bien attention. Faites des premières transactions avec $10, et de toute façon, si vous mettez plus, ça reviendra exactement au même. Vous allez signer exactement la même transaction avec exactement le même wallet, et votre rendement sera exactement le même. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des ressources peut-être que tu pourrais mentionner pour les gens qui veulent aller un peu plus loin sur ce thème du farming? Bien évidemment, ma chaîne YouTube et mon compte Twitter. Sinon, il y a pas mal de chaînes YouTube très intéressantes, très pertinentes. Malheureusement, quand même, beaucoup de ce contenu est en anglais. Mais ce que je peux vous inviter à faire, c'est sur mon compte Twitter, vous regardez les personnes que je follow. J'ai un compte Twitter où je suis que 200-300 personnes, ce qui est quand même assez peu comparé à d'autres comptes Twitter. Donc n'hésitez pas à regarder justement les comptes Twitter que je suis, et voilà, majoritairement l'information elle vient quand même de Twitter, à mon avis. Pour te rejoindre ou enfin dire entrer en contact avec toi, c'est quoi le principal canal? Twitter, chaîne YouTube ou Alors pour rentrer en contact avec moi directement, je vous conseille plutôt sur le Discord. Je vais lire quasiment tous les messages. Alors forcément, je suis pas ultra actif et je réponds pas forcément à tout. Mais voilà, si vous écrivez un message sur le Discord,
pour des questions, pour n'importe quoi. Peut-être que si vous avez un petit problème, si vous avez une question pratique. Et si c'est pas moi de toute façon personnellement qui répondra à votre question, il y a quelques modérateurs et on est 6000 passionnés de la DeFi justement à s'entraider, à se partager les bons plans sur le Discord. Et du coup, le lien du Discord, il est dispo sous mes vidéos YouTube ou sur Twitter. Ok. On mettra tout ça dans les liens de l'épisode. Merci beaucoup Charles pour tout ça. C'est très intéressant et je pense qu'on va bientôt, on va se retrouver bientôt parce que sur ce thème, il y a des choses à dire. On en est qu'au début, quoi. Merci à toi pour l'invitation, Paco. J'espère que le podcast vous a plu. Et puis, comme je dis à la fin de mes vidéos et comme on dit dans la DeFi, bon farming. Bon farming à toi. À bientôt. Ciao, merci. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!